Salut les amis, alors aujourd'hui on fait notre troisième et dernière vidéo sur ce lien qui unit les arts martiaux et la calligraphie. Il y a 2 semaines on avait parlé de Miyamoto Musashi, la semaine dernière de Hokusai, cette semaine on va parler de Bakin. C'est parti. Alors lundi dernier, nous avons vu ensemble ce qu'était l'ukiyo-e, ces images narratives populaires japonaises utilisées la plupart du temps pour illustrer des récits fantastiques mélangeant mythologie, contes et légendes japonaises, parfois des choses qui sont issues de la religion comme les kami ou même les kitsune, les esprits malins que l'on peut retrouver aussi dans de nombreuses légendes japonaises. Enfin bref, l'ukiyo-e c'est très vaste, c'est très fantastique et si Hokusai qui lui avait fait aussi de l'ukiyo-e était le maître incontesté de la calligraphie et de l'estampe de son époque, eh bien son ami Bakin est lui incontestablement le plus grand écrivain de ukiyo-e du Japon. C'est lui dont on va parler aujourd'hui et on va voir que justement il a ses accointances avec les arts martiaux. Alors Bakin, comme on l'appelle, s'appelle Kyokutei Bakin, mais à la base c'est Kyokutei Takizawa, mais à la base c'est Takizawa Okikuni, c'est son nom d'origine, Takizawa Okikuni, mais on l'a vu la semaine dernière avec Hokusai que les Japonais, les artistes, changent régulièrement de nom, adaptent des noms différents en fonction des époques, des périodes, de leurs travaux, de leur collaboration, de leur état d'esprit, en fonction de ce qu'ils ont envie de signer. Donc ça peut parfois poser des problèmes pour retrouver des auteurs. Bah oui, dans le temps, pour les répertorier, il faut savoir que tel nom appartient à tel auteur en fait. Alors que si on ne le sait pas, on peut passer à côté de certains écrits ou certaines estampes originales d'un très célèbre calligraphe. Ici, on va parler d'ailleurs, tiens, j'ai ici à côté de moi, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, de ce Japan Rail Pass. Ici, c'est pas un Rail Pass, mais ça a été aussi acheté au Japon avec la Grande Vague de Kanagawa. C'est voilà, un petit cadre photo que j'ai utilisé pour mettre des maîtres de Keiyo. Et voilà, on retrouve Hokusai un petit peu partout lorsqu'on va au Japon. Je l'avais mis de côté, j'avais oublié de vous le montrer. Mais revenons à nos moutons avec notre écrivain Bakin qui lui vient d'une lignée de samouraïs. Il faisait partie d'un clan très puissant, très noble et à la mort de leur père lorsqu'il était jeune avec son frère, ils ont quitté le clan pour devenir indépendants. Ils ont renoncé justement à leur statut et il va passer quasiment toute sa vie à travers ses écrits à tenter de retrouver son statut social quelque part, mais à travers un travail qui est plus personnel et non pas un héritage, puisqu'on sait qu'au Japon, l'héritage peut être assez conséquent et parfois assez lourd. Donc il va le faire de manière très indépendante, au début un peu la façon d'un saltimbanque, et puis par la qualité de ses récits, il va devenir de plus en plus populaire. Et des récits, il en a fait plus de 200. Donc pour le coup, c'est beaucoup, mais ce n'est pas 200 livres, c'est 200 récits. Et chaque récit peut lui-même être composé de plusieurs dizaines de volumes. Donc on va imaginer la quantité de travail incroyable que cela représente. Il a fait dans ses récits les plus populaires, les récits du Croissant de Lune, qui a été justement illustré par Hokusai lui-même. Donc là, pour le coup, lorsque l'on va essayer de rechercher des originaux, ça va commencer à être très intéressant. Déjà, c'est très 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 rare, mais dans certains, on va dire dans certains musées, et certains musées vous le proposent même en ligne, je pense au British Museum ou à la Library of Congress. Ce sont 2 sites internet de musées qui vous proposent des originaux de Bakin avec des illustrations de maître Hokusai justement sur des récits de ukiyo-e qu'avait réalisé Bakin en son temps. Donc, ne cherchez pas une traduction du récit, même en anglais, vous n'en trouverez pas. Déjà, le plus populaire de ces récits, Akenden, est très 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 dur à trouver, on en parlera juste après, mais voilà, Crescent Moon, c'est déjà 30 volumes, identiques à celui-ci. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de pages, c'est déjà un récit assez conséquent, fait en 30 volumes. Mais en ce qui concerne justement Nanso Satomi Akenden, on est carrément à 106 volumes. Donc, on va dire une densité créative qui n'a jamais été traduite et exportée en Occident. Elle a été compressée, elle a été résumée, mais on n'a jamais eu l'intégralité de ce récit. Et même au Japon, il existe des traductions, mais qui sont toutes de toute façon incomplètes. Si vous voulez la traduction officielle de Nanso Satomi Akenden, donc les 8 chiens des Satomi Akenden, c'est ce livre-là que j'ai précisément. Donc ici, c'est une copie qui a une centaine d'années. Celui-ci date c'est à peu près, alors on est en 1800, il a commencé en 1814 jusqu'en 1842, voilà. Et ici, c'est une copie qui date de l'ère Meiji, donc du début de l'ère Meiji, donc qui a un peu plus d'une centaine d'années.
Et on le voit parce que c'est des caractères d'imprimerie qui sont dessus. Imprimé en woodblock, donc avec le même procédé d'époque, relié avec le même procédé d'époque, mais on voit que c'est pas fait à la main. Et les illustrations, quant à elles, sur Akenden n'ont pas été faites par Okuzai, mais ont été faites par Shinegomu Yanagawa, qui est le beau-fils, enfin, le gendre, pour le coup, de Okuzai. Parce que Okuzai a refusé, ils avaient déjà vu des conflits justement dans le Croissant de Lune et avec beaucoup d'autres récits qu'ils ont pu faire ensemble avec Bakin. Bakin était assez exigeant et Okuzai était un peu borné, on les deux personnes un petit peu têtues l'une l'autre et ça crée des frictions. Donc Okuzai a refusé catégoriquement de faire Akenden et puis d'ailleurs après il est parti, il a fait donc sa cinquantaine de vues, 52 vues de la Tokaido. Donc de toute façon après il est parti, il s'est occupé d'autre chose, de sa vie d'artiste à lui. Et il a laissé au bon soin donc, de son gendre de faire l'illustration de Akenden. Mais Bakin, ce n'est pas que Akenden, même si Akenden, c'est le récit le plus populaire, 106 volumes. Il a fini d'ailleurs par écrire complètement aveugle. Donc il avait sa belle-fille qui était ce qu'on appelle une omichi. Une omichi, c'est une copiste, l'équivalent d'une copiste. Parce qu'il ne faut pas juste copier, c'est-à-dire qu'il faut trouver les bons caractères. Vous savez que quand on écrit japonais, un kanji peut se prononcer de plusieurs façons, et selon la prononciation, on va dire les plusieurs prononciations peuvent vouloir dire plusieurs choses différentes, et ça peut changer complètement le sens de la phrase. Donc il faut quand même trouver le bon sens de la phrase et les bonnes écritures qui sont liées. Donc une copiste ou une omichi, c'est déjà quelqu'un d'extrêmement cultivé qui connaît énormément de caractères. Et pour les petites anecdotes, moi-même qui ai fait déjà beaucoup d'interviews au Japon, lorsque je vais pour interviewer des grands maîtres ou des personnes qui ont déjà, on va dire, un certain âge, j'engage un traducteur japonais qui lui-même, parfois, n'arrive pas à traduire. C'était le cas d'une interview que j'avais fait avec Maître Iwamoto, qui donc, déjà assez âgé, à Keio, et qui m'avait préparé son interview à l'avance, par écrit, donc en japonais, pour que je puisse avoir le sens des kanji qu'il utilise. Parce qu'à l'oral, on n'a pas forcément, puisqu'on n'a qu'un son, on n'a pas forcément la liaison avec le kanji qu'il utilise. Donc on n'a pas forcément le sens précis de sa phrase. Donc il faut un traducteur. Je donne la traduction, l'interview écrite avec les grandes lignes de ce que veut dire, donc il y a quand même quelques pages de Maître Iwamoto au traducteur qui lui est japonais et c'est son métier, pour le coup c'est vraiment son métier. On a fait l'interview et le traducteur m'a dit de toute façon je ne peux pas te traduire l'interview. Pourquoi? Parce que les kanji qui sont écrits par Maître Iwamoto sont des kanji anciens ou des kanji soutenus et ceux-là je ne les connais pas. Donc il va falloir que je fasse des recherches pour trouver quel kanji, il va falloir que je m'installe avec lui, avec Maître Iwamoto, et qu'on passe une journée à décrypter, qui m'explique ce que veut dire ce kanji, ce que veut dire le sens de sa phrase. Donc vous voyez que écrire même une chanson, tout simplement, vous prenez une chanson populaire au Japon, c'était le cas pendant les débuts de Utada Hikaru, elle avait parfois elle utilisait des kanji un petit peu soutenus, et on va dire pour le japonais populaire, la plupart ne comprenaient pas le sens des paroles de ces chansons. Donc on a, c'est quand même un métier très particulier, donc les copies. Donc là, celui-ci date de l'ère Meiji, il est assez récent, c'est les caractères d'imprimerie. Mais si je me fie à celui-ci, qui vient aussi donc de Bakin, écrit un petit peu plus tôt par Bakin, on a quelques très 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 belles illustrations, mais surtout on a des caractères écrits, pour le coup, à la main. Donc là, il faut déjà un certain talent de la part de Bakin pour pouvoir faire des pages et des pages sans raturer, certes. Encore une autre, par exemple. Et ce récit de Bakin relate l'histoire. Donc celui-ci, c'est Hasahina Shimameguri no Ki, et c'est le récit des Minamoto. Donc celui-ci est sorti en 1819. Et ça, c'est une des premières, c'est une première édition qui a pas loin de 200 ans à peu près, puisque c'était les premières éditions qui étaient reliées à l'époque. Donc c'est pas l'original, puisque l'original est donné justement à des copistes woodblock qui vont écrire et qui vont ensuite imprimer et relier. Donc, il n'existe pas aujourd'hui, entre guillemets, d'originaux. C'est juste une première édition ou une deuxième ou une troisième édition. Mais voilà, c'est les éditions ici qui ont presque 200 ans.
et par rapport à celle-ci qui a une centaine d'années. D'ailleurs, on le voit puisque les caractères d'imprimerie japonais ne sont pas faits à la main. D'accord, c'est des caractères mécaniques. Donc, l'histoire des Minamoto, on en avait parlé aussi un tout petit peu dans certains tutos de l'ère Kamakura, donc très influent dans le développement des arts martiaux, puisque c'est grâce aux Minamoto et à la structuration de leurs entraînements, la restauration des arts militaires, du Kyuba no Jutsu, du Yabusame. C'est d'ailleurs pour ça que c'est à Kamakura que se passent la plupart des grands festivals de Yabusame. C'est au temple de Tsurugaoka Hachimangu de Kamakura que se passent les grandes célébrations, puisque c'est les Minamoto qui ont remis le Yabusame et les ordres militaires au goût du jour à l'ère Kamakura pour pouvoir justement redorer un véritable statut militaire au shogunat japonais. Et c'est ce qui a énormément aidé au développement et du Bushido, du codex du Bushido, des samouraïs et des arts martiaux de manière générale, en tout cas de tous les arts Bushi qui y sont liés. Donc Kendo, Naginata, Kyudo, Yaido et ainsi de suite, Aikido. Enfin, à l'époque, Aikijutsu, puisque le Do n'est arrivé qu'à l'ère Meiji. Mais voilà, tout ça pour dire que Bakin a œuvré énormément en son temps à l'expansion et on va dire la précision des disciplines martiales à travers ses récits. On l'a justement un petit peu dans Akenden. Je vous disais qu'il n'existe pas d'édition complète du récit de Akenden. Il n'existe que des versions tronquées ou en tout cas extrêmement épurées. C'est le cas du livre dont je vous avais parlé il y a presque un an de cela. On avait fait une petite vidéo sur justement les contes et légendes et les livres un petit peu incontournables. Pour moi, c'est un retour dans le passé qui est merveilleux. Et c'est un livre qui est sur deux époques, puisqu'il va à la fois raconter Akenden, le récit d'origine, donc hyper simplifié, hyper écourté, mais en même temps, il va raconter une histoire parallèle qui est l'histoire de Bakin et de Okuzai à l'époque où ils collaboraient ensemble pour essayer d'en faire quelque chose. Donc, c'est le seul livre qui existe aujourd'hui traduit en français sur Nanso Satomi Akenden. C'est tout ce qui existe, vous ne trouverez rien d'autre. En Angleterre, il existait une édition qui est complètement épuisée, qui vaut très cher, mais sinon, il faut se rabattre, comme je vous disais, sur certains sites internet, comme le British Museum ou la Library of Congress, pour avoir simplement les pages d'origine de ces éditions d'époque. Cependant, Akenden a fait l'objet de beaucoup d'adaptations de cet ordre-là. C'est-à-dire que là, on a des adaptations qui datent, pour moi, la meilleure adaptation des années 90, début des années 90, avec ce qu'on appelle les OAV. C'était les Original Animation Video. Ça sortait uniquement en vidéo, donc à l'époque, sous ce format-là. C'était des laserdiscs. Les plus jeunes, vous ne connaissez pas, c'est l'équivalent d'un grand CD sur lequel il y a 30 minutes de vidéo. Voilà. Alors parfois, quand on a deux faces, pour tourner la face, on va retourner son film, et on a ici l'adaptation vidéo d'Akenden. Ces récits-là, ils sortaient un petit peu à ses débuts dans des gazettes, à l'image pour les anciens qui ont connu des années 80-90 également, les romans photos. Quand vous allez à la librairie, vous achetez un bouquin, vous avez parfois des romans photos qui duraient d'une semaine à l'autre. C'est un petit peu la même histoire, où c'est comme si dans le journal Le Monde, par exemple, vous aviez une page sur, on va dire, un roman, une fiction, et qui durait chaque semaine. Là, en l'occurrence, en ce qui concerne Bakin, ce n'était pas forcément des récits hebdomadaires, puisqu'il était sur plusieurs récits en même temps, il les faisait avancer tous un petit peu indépendamment les unes des autres, toutes ces histoires-là. Donc, certaines de ces histoires demandaient plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est pour ça qu'il a mis parfois 40 ans à écrire 106 volumes. Certes, ça prend beaucoup de temps, mais il est sur plusieurs choses en même temps. Donc, ces 106 volumes étaient eux-mêmes, d'ailleurs ça, ils sont reliés, mais ils étaient distillés dans différentes gazettes, et puis un petit peu comme les Jump Comics aujourd'hui au Japon, si ce n'est qu'ils sont eux hebdomadaires. On a différents on va dire, chapitres de manga, et lorsqu'on a suffisamment de chapitres et que le manga est populaire, on en fait un livre et on sort pour le coup le manga. Donc je vous conseille vivement, si vous aimez les arts martiaux, si vous pratiquez, si vous enseignez les arts martiaux, de plonger dans cet univers, parce qu'à la fois il s'agit d'histoire, il s'agit de transmission des légendes, de contes des légendes japonaises, de parties d'histoire vraiment concrètes qui sont arrivées au Japon et qui servent de support historique à des événements fictionnels qui, eux, de toute façon, sont inspirés de contes et légendes japonaises qui existent véritablement, de sources religieuses ou de toute façon un petit peu mystiques avec des entités, des kami, des choses comme ça qui, de toute façon, sont encore populaires aujourd'hui. Donc, ça ne peut
qu'enrichir votre culture japonaise, et pour eux, de toute façon, c'était quasiment le seul moyen de transmettre toutes ces légendes-là, c'était aussi par le biais de cette ukiyo-e. C'est aussi pour ça que c'était à ces époques-là que se sont transmis, d'une certaine façon, les arts martiaux. De toute façon, ça a quelques centaines d'années. Même le karaté, dont on parle beaucoup, ça passe pas millénaire. Ça a que quelques centaines d'années, le temps que ça arrive à Okinawa, que ça prenne son essor au-delà d'Okinawa, que ça arrive au Japon et que ça quitte les frontières du Japon. Donc ça vous permet de jumeler, de mieux comprendre aussi certaines évolutions martiales, certaines disciplines. Le Iaido, le Yaijutsu, l'art du sabre, lorsqu'il est relié justement au samouraï, c'est très intéressant de plonger un petit peu dans cet univers-là. Et Bakin est très très fort pour réussir à lier justement les événements historiques et les événements fictionnels. Donc je vous le conseille vraiment. Il existe en France certains sites, des sites sur lesquels vous pouvez trouver des estampes d'Okuzai, des dessins d'Okuzai sur ses mangas ou sur ce qu'il a pu faire en ukiyo-e à travers les récits de Bakin. Mais vous pouvez également trouver comme cela des recueils de Bakin. Vous savez, vous connaissez ma passion pour les objets originaux, les objets artisanaux et tout ce qui peut être véritablement réel et inscrit dans l'histoire du Japon. Voilà, Bakin, c'est une de mes passions. Et j'ai pu trouver, avec quand même après pas mal de recherches, un site internet que je vous affiche ici et qui permet justement de commander des recueils japonais, donc soit des premières éditions, soit des éditions un petit peu plus récentes datant de l'ère Meiji, avec justement des caractères d'imprimés plus modernes, que ce soit donc de Bakin, que ce soit d'Okuzai, et vous pouvez ainsi commencer un petit peu à vous équiper. Sinon, après, sur des sites de musées, vous allez pouvoir en trouver, comme je vous le disais tout à l'heure, la Library of Congress ou le British Museum. Mais vous pouvez également trouver des commissaires-priseurs, donc des antiquaires, qui de temps en temps font des ventes aux enchères avec certaines estampes, soit de Okuzai, soit des récits de Bakin. Donc le gros avantage, c'est qu'en Occident, Bakin, il n'est pas connu. Très très peu. Donc vous pouvez trouver parfois des petites merveilles à des prix, pour le coup, défiant toute concurrence. Des livres comme ça, alors vous savez que c'est en fonction de l'état du livre, ceux-là ne sont pas en très mauvais état. Vous pouvez, si l'état est assez abîmé, vous pouvez avoir des ouvrages comme ça, originaux, autour d'une quarantaine d'euros. Donc ça peut vous émerveiller d'avoir des estampes d'origine. Il y en a quelques-unes ici, alors il faut les trouver, elles sont distillées. Voilà, on a une là aussi qui est très très chouette. Ça fait des objets de déco, c'est aussi plonger dans l'histoire, parce que voilà, on a vraiment, on plonge à cette époque-là, on remonte le temps d'une certaine façon, un peu comme un kata, hein, une preuve d'un moment dans l'histoire du Japon. On remonte le temps quand on fait un kata, c'est un petit peu la même chose. Donc vous pouvez en trouver, et puis après, si vous voulez des ouvrages en meilleure qualité, ou simplement plus récents, quand c'est récent, c'est moins cher. Voilà, celui-là est moins cher parce qu'il est récent. Alors, j'ai pas trouvé d'édition plus ancienne que celle-ci d'Akenden, sinon j'aurais adoré avoir une édition écrite à la main. Mais ils n'en avaient pas. Mais voilà, ça ici, il faut compter entre 80 et 100 euros pour avoir un document comme ça, assez ancien, mais pour le coup, on est sur Akenden, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus populaire. Du Okuzai, vous allez pouvoir aussi en trouver, pareil, une centaine d'euros. Et si vous voulez vraiment avoir des éditions un peu plus anciennes, un petit peu plus rares, il va falloir mettre quand même beaucoup plus cher. Mais vous le savez, de toute façon, dès qu'on tombe sur des objets d'antiquaire, automatiquement, surtout s'ils sont estimés, c'est-à-dire que là vous avez une fiche d'estimation avec la période, avec tout ça, donc un descriptif, c'est daté, donc automatiquement vous savez que ça c'est un service qui va se payer, très cher. Voilà, c'est tout donc pour ce petit tuto, cette vidéo sur Bakin, sur les récits fantastiques de ukiyo-e qui ont transmis justement ces traditions à la fois légendaires, mythologiques et martiales, depuis notamment ces récits sur les Minamoto, sur Kamakura, dans la main de calligraphes de Okuzai, et qui sont arrivés ensuite, qui naissent également dans les ouvrages que l'on peut voir de Miyamoto Musashi. Donc toutes ces choses-là restent totalement indépendantes et à la fois vont se lier dans un même concept, c'est-à-dire déjà le concept du corps sur l'utilisation du corps et des muscles pour l'utilisation des outils tels que le charpentier,
va utiliser ses outils, tel que le calligraphe va utiliser son outil, tel que le maître du sabre va utiliser son sabre, son outil, mais aussi dans le zen, dans la réflexion, dans l'univers, dans le tout, dans le vide, dans le rien, et dans cette espèce de travail sur soi, sur la respiration, notamment ceux qui font de la calligraphie, vous le savez très bien, la respiration elle est indispensable, au même titre que en bateau d'eau, si je veux trancher, ma respiration elle va être indispensable pour pouvoir trancher correctement et pour pouvoir pratiquer correctement. Voilà. Donc beaucoup de choses sont liées, et quand on se demande qui est le plus fort, est-ce que c'est la plume ou est-ce que c'est l'épée, certains grands maîtres ont réussi à concilier les deux. Le plus fort, c'est quand les deux sont réunis, on n'est pas loin d'être invincible. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Passez une très bonne semaine et la semaine prochaine, on va retomber sur des choses justement un petit peu plus concrètes. Portez-vous bien. Ciao.